Et pour ce grand entretien, donc, nous retrouvons Jean-Eudes Gana. Vous le connaissez, il est chroniqueur pour Ligne Droite, militant identitaire, lanceur d'alerte, porte-parole du mouvement Chouan, auteur de Pourquoi l'Alvarium, et donc l'un des porte-parole du comité du 9 mai. Et Bertrand Saint-Germain, docteur en droit et universitaire. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que Jean-Eudes Gana, vous nous entendez? Monsieur Oui, Bertrand tout Saint-Germain, c'est bon, vous avez entendu? Jean-Eudes, ça me semble bon aussi. oui, oui, tout à Jean- fait. Bonjour Lisa, bonjour monsieur. Alors, je vous donne la parole en premier, Jean-Eudes, puisque vous êtes le porte-parole de ce comité du 9 mai. Est-ce que vous pourriez rappeler aux auditeurs ce qu'est donc ce rassemblement d'hommage qui a lieu chaque année dans Paris début mai? Alors c'est un rassemblement qui a lieu, tous les ans depuis, maintenant 31 ans, car, le 7 mai, 1994, Sébastien Desieux, qui participait à une manifestation, nationaliste, a été poursuivi, durant une bonne quinzaine de minutes, par des policiers, s'est réfugié dans un immeuble, et a trouvé la mort mystérieusement en chutant du 4e étage dans la cour de l'immeuble. Et d'abord, la lumière n'a pas été faite totalement sur cette affaire, sur le rôle de la police là-dedans, sur leurs zèle, qui auraient pu être condamnés. Et donc voilà, nous, chaque année, nous rendons hommage à Sébastien Desieux dans le calme, il faut le dire, dans un calme, une discipline qui euh, font une nette différence, si je puis dire, avec les hommages rendus par l'extrême gauche à Rémi Fraisse ou à leurs supplétifs coloniaux lorsqu'il y a des drames en banlieue. Alors, cet hommage a été autorisé par le tribunal administratif de Paris. La question s'était posée de l'interdire ou non, parce que le préfet de Paris avait demandé l'interdiction de cet hommage. Bertrand Saint-Germain, d'un point de vue du droit, est-ce que donc cette demande d'interdiction se comprend, s'entend, et de la même façon, est-ce que vous comprenez la décision du tribunal administratif d'autoriser cet hommage qui, on en parlera après, fait polémique et puis trouble un certain nombre de personnes? Bien, on est en présence de quelque chose qui est finalement relativement classique, qui est spécialement à Paris la pratique de la préfecture de police depuis un peu plus de 20 ans maintenant, c'est-à-dire d'une interdiction quasi systématique, a priori, de tous les événements annoncés, quels qu'ils soient. Finalement, le préfet de police va à l'encontre de la loi, va à l'encontre de la jurisprudence et se sert des outils dont il dispose, qui sont mis à sa disposition pour servir le bien commun. Eh bien, il s'en sert pour chercher à interdire par avance des manifestations. Cela s'est passé une fois de plus cette année, cela avait eu lieu l'an dernier, et ici, à l'attitude constante de la préfecture de police, on a une réponse constante, mais qui est finalement conforme au droit, celle du tribunal administratif de Paris qui dit non, il n'y a pas lieu d'interdire. Je rappelle qu'il n'y a pas à être autorisé à manifester. La liberté de manifestation est une liberté fondamentale et on manifeste. Pour des raisons de bonne organisation et d'utilisation de la voie publique, cette manifestation va être annoncée, communiquée aux autorités, mais les autorités n'ont pas à l'interdire. Ils ne peuvent le faire que s'ils prouvent l'existence de troubles réels à l'ordre public. Et dans cette affaire, le tribunal administratif de Paris a constaté très simplement que aucun risque de trouble à l'ordre public n'était présent et que l'interdiction prononcée par le préfet de police était strictement illégale. C'est une jurisprudence qui a bientôt un siècle. Le juge administratif n'en a jamais dévié. Et d'ailleurs, c'est donc une jurisprudence Benjamin de 1933. Et il faut remarquer, c'est amusant, que c'est déjà une manifestation dite d'ultra-droite qui avait été interdite. C'était une conférence par l'un des orateurs de l'Action française. Donc, rien ne change sous cette belle République. Mmh, effectivement. Alors, on sait que le droit peut être utilisé parfois malheureusement, en tout cas considéré parfois qu'il est utilisé de façon assez abusive dans des objectifs politiques. Jean-Eudes Gana, est-ce que vous étiez soulagé en apprenant que cet hommage allait être autorisé? Est-ce que vous craignez qu'il soit interdit? Si oui, pourquoi? Alors,
Pour ne rien vous cacher, chaque année, de toute façon, nous avons droit à un petit cirque à la comédie de l'interdiction de cet hommage du comité du 9 mai. Et chaque année, nous gagnons devant le tribunal administratif. Cependant, évidemment, il y a toujours une petite crainte qui subsiste parce que nos libertés ayant tendance à se réduire comme peau de chagrin, nous ne sommes pas à l'abri qu'un jour ce rituel finisse par changer et qu'il advienne une véritable interdiction validée par le tribunal administratif. Nonobstant, je ne vois pas trop sur quelle base, parce qu'en réalité, tout s'est toujours très bien passé. Alors, précisément, quand on parle de troubles à l'ordre public, Bertrand Saint-Germain, est-ce que vous pourriez préciser ce dont il s'agit? Parce que donc ma collègue Maëlys Clausel et moi-même étions sur place, et troubles à l'ordre public, on pourrait considérer qu'il y a eu, puisque de la part donc des militants antifa d'extrême gauche qui se sont regroupés, on va en parler ensuite avec Jean-Eudes Gana pour parler de ce qu'il s'est passé. On a quand même eu, donc, outre les hurlements et la foule qui s'amassait autour du cortège. On a eu également des tirs de mortier. Je me suis retrouvée vraiment à quelques mètres à peine de mortier qui explosaient. Est-ce qu'on pourrait pas considérer que ce sont des troubles à l'ordre public? La notion d'ordre public, telle qu'elle est définie classiquement, est assez simple. C'est la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Voilà. Et ici, l'événement en lui-même ne portait pas d'atteinte à la salubrité, il y aurait beaucoup à dire sur la salubrité de Paris d'ailleurs, ni à la tranquillité. On avait un défilé martial et on sait que le comité du 9 mai, finalement, s'inspire assez largement de manifestations que l'on peut voir en Italie. La France n'en est guère familière, mais ce défilé martial dans les rues, en silence, ponctué de quelques slogans, mais globalement en silence, ce n'est pas à l'image de ce dont on a l'habitude de voir en France. Donc, par lui-même, il n'y a pas d'atteinte à la tranquillité. Et quant à la sécurité, il y avait un service d'ordre. Et effectivement, vous l'avez rappelé, les seuls troubles qu'on a pu voir, les seules manifestations bruyantes, voire violentes, ont été le fait de contre-manifestants, d'individus cherchant à s'en prendre aux manifestants. Ici, on, il- comment dire, le trouble à l'ordre public n'existe pas. De la part de ces contre-manifestants, ils devraient peut-être se rappeler qu'au fondement de la démocratie, cela a été jugé par la Cour européenne des droits de l'homme, il y a le respect de la liberté d'expression qui comprend aussi l'expression des idées qui peuvent choquer. Voilà, les gens n'ont pas à être d'accord avec le comité du 9 mai. Et puis, simplement, ça existe. Les quelques 1000 à 2000 personnes qui se sont rassemblées ont exprimé leur opinion. Et en définitive, s'agissait-il vraiment d'une opinion, puisque on y reviendra peut-être, mais le slogan lancé n'a rien de particulièrement extrémiste. Europe, jeunesse, révolution, ça pourrait être dit par des milliers de groupes partout dans le monde. L'hommage à Sébastien lui-même est quand même l'hommage à quelqu'un qui est décédé, on ne peut l'oublier. Et puis, la meilleure preuve, c'est que depuis 30 ans, il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public. Il n'y a jamais eu de violence particulière. Tout se déroule dans le calme et la sérénité. Bon, Voilà. c'est effectivement ce qu'on a plutôt constaté avec Maëlys sur place. Avec un service d'ordre qui a travaillé d'ailleurs main dans la main avec les forces de police, mais un énorme effectif pour faire face donc à cette menace de l'extrême gauche qui s'était donné rendez-vous pour l'occasion. Alors il faut peut-être rappeler que d'ailleurs donc une contre-manifestation avait été prévue, avait été donc organisée par différents collectifs antifascistes. Contre-manifestation qui a été interdite, elle, par le tribunal administratif, et donc on a quand même eu ces rassemblements, sauvages au niveau de la tour, Montparnasse avec, on le disait, ces tirs de mortier. Jean-Eudes Gana, concernant, ces attaques de l'extrême gauche, des militants, antifascistes, est-ce que vous pourriez, nous en parler, nous dire comment vous avez perçu cela, vous, de l'intérieur du cortège? Alors, il est vrai que cette année, l'extrême gauche s'est mieux organisée que d'ordinaire, puisque d'habitude, ils organisent leur village antifasciste au niveau du Panthéon. Et de temps en temps, nous avons le droit à quelques provocations. Là, les provocations semblaient plus nettement concertées et organisées. Et donc, on a eu le droit tout au long du cortège à certaines terrasses de café remplies de gauchistes qui criaient des slogans et même donc à des tirs de mortier au niveau de Montparnasse.
et jets de pétards, mais ceci a été finalement assez bref. Je pense que leur objectif était soit de provoquer chez nous un mouvement de foule ou un déchaînement de violence, mais le service d'ordre a, voilà, réagi de manière tout à fait proportionnée, professionnelle, dirais-je. Je crois que d'ailleurs, tout au long du défilé, suite à diverses provocations, il y a eu 13 interpellations de militants antifascistes. Pour autant, on ne peut pas dire que le défilé a été véritablement perturbé, puisque les 1500 à 2000 personnes qui ont défilé ont pu le faire dans le calme et en toute sécurité. Mmh. On peut parler peut-être de cette scène, puisqu'il y a une vidéo qui circule beaucoup de vous, Jean-Eudes Gana. Vous interpellez donc Daphné Deschamps et un autre journaliste dont le nom m'échappe, mais qui travaillait donc pour Street Press et désormais pour Le Monde. On l'apprend dans l'enregistrement. Et vous leur posez certaines questions. Je vous laisse en parler vous-même, puisque il est bon de noter aussi pendant cette manifestation que il y avait énormément de journalistes présents. Nous n'étions bien évidemment pas les seuls sur place, et on ressentait quand même une certaine animosité de leur part. Ah oui, je commence à avoir une certaine expérience des médias et des journalistes, et jamais je n'avais senti une telle hostilité. Il y avait des journalistes tout au long du défilé qui pouvaient prendre des photos librement. Il y avait 6 porte-paroles en tout qui se tenaient à la disposition des badauds et des journalistes pour répondre à leurs questions et expliquer les raisons de notre défilé. Et pourtant, eh bien, la presse nous a assez peu interrogés, et il y avait cette fameuse Daphné Deschamps, qui est une militante antifasciste du média revendiqué Antifa Street Press, et à qui j'ai fait remarquer avec bonhomie et humour qu'elle était là en parfaite sécurité, ce dont elle a convenu, et son confrère a expliqué qu'en fait, si nous étions calmes et gentils aujourd'hui, c'était par stratégie. Parce que moi, j'ai essayé de mettre ça un petit peu en parallèle avec certaines images qu'on voit très régulièrement sur Internet, de journalistes de droite connus comme Vincent Lapierre, comme Jordan Florentin, ou alors vous-même. Voilà, que serait-il arrivé si des journalistes de notre bord s'étaient rendus à une manifestation de gauche sans aucun service de sécurité, puisque nous, nos journalistes sont obligés d'y aller en étant protégés soit par la police, soit par une compagnie privée, sinon ils sont lynchés. Voilà. Et la très chère Daphné Deschamps était toute gênée, a dit voilà, c'était une stratégie de notre part, que c'était pas le moment pour en parler, qu'il pouvait aller se boire un café, mais a été bien forcée d'admettre qu'elle était là en parfaite sécurité, quasiment qu'elle passait un bon moment. Mmh. On va revenir sur tous ces sujets avec vous, Jean-Eudes Gana et Bertrand Saint-Germain. Avant cela, j'annonce le programme aux auditeurs qui nous suivent pour la suite. On parlera du pape, donc restez bien avec nous. Ce sera juste après 8h avec Corentin Dugast, que vous connaissez. Il est passé plusieurs fois à notre antenne, vous l'aimez bien. On parlera donc de ce nouveau pape et on s'interrogera, est-ce que travailler dans la continuité de François cela permettra-t-il donc d'apaiser l'Église? La réponse donc à 8h. Jean-Eudes Gana et Bertrand Saint-Germain, on poursuit avec vous. Bertrand Saint-Germain, ce qui ressort énormément dans la presse donc depuis ce week-end et cette commémoration d'hommage à Sébastien Desieux, c'est un défilé de néo-nazis dans Paris. C'est vrai que les images sont très impressionnantes pour beaucoup de monde. On a ces codes martiaux, vous les avez rappelés, ces codes esthétiques assez martiaux. On avait des tambours qui rythmaient les pas des participants. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces codes esthétiques? Est-ce qu'on a l'impression, dans la bouche des journalistes qui en parlent, que c'est un scandale justement d'avoir autorisé cette marche, en partie pour l'esthétisme qui s'en dégage? Alors, je crois que la réponse, finalement, a été donnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans une jurisprudence sur la liberté d'expression, et donc qui touche à la liberté de manifestation. Elle remonte à il y a 50 ans. Elle s'appelle Handyside, contre la Grande-Bretagne. Et voilà ce qu'elle dit. Elle rappelle que la liberté d'expression est un des fondements essentiels d'une société démocratique. Et elle ajoute qu'elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi, ajoute la Cour, pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Et la conclusion, c'est que c'est ce que veut le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'y a pas de société démocratique. Alors, finalement, on a une manifestation certes martiale, mais
pour qui s'intéresse un peu à l'histoire, si vous regardez des images de manifestations du Parti socialiste, voire du Parti communiste dans les années 30, vous avez une attitude tout aussi martiale. À l'époque, les défilés en France du Parti socialiste obéissaient à cette même image. Ici, je tiens à le rappeler, c'est un hommage à un jeune homme décédé. Alors, on peut contester ces idées. La manifestation d'il y a 30 ans, qui est une manifestation contre l'impérialisme américain, elle s'appelait Bienvenue aux ennemis de l'Europe. Et ma foi, bah, ces jeunes gens, alors, il est facile de les accuser d'être néo-nazis. Certains d'ailleurs peut-être le sont. Nous ne sommes pas là pour sonder les cœurs et les reins. Simplement, on a une manifestation nationaliste en hommage à un jeune nationaliste mort dans des circonstances non totalement claires. Jean-Eudes Gana l'a rappelé tout à l'heure. Et rien que cela mérite le silence. Voilà. Personne n'aurait l'idée d'aller troubler un hommage à un mort. Et manifestement, c'est une attitude récurrente des gens de cette gauche radicale. On l'a vu à l'occasion des manifestations, des rassemblements en hommage à la jeune Lola assassinée à l'automne dernier. On le voit là, ces gens-là sont profondément ridicules. Euh, voilà ce que l'on peut dire. Mmh. Jean-Eudes Gana, quand vous entendez, ces critiques justement, qui donc, on comprend bien la réponse de Bertrand Saint-Germain. Malgré tout, maintenant, le constat est là. Vous êtes beaucoup critiqué pour cet esthétisme, dont vous avez fait le choix. Pourquoi ne pas justement, briser les codes? Pourquoi ne pas, déambuler, non aligné dans la rue, sans silence, de façon, plus décontractée, sans slogan, sans peut-être sans banderole même, voilà. Pourquoi êtes-vous attaché à cette forme-là? Je crois que vous n'avez pas vraiment vous en justifier en réalité. On vit dans un pays dans lequel on voit dans les facultés des chargés de TD qui viennent avec les deux sous-bras teints en bleu ciel. Voilà, je veux dire, nous, on a le droit de venir comme nous sommes et de rendre hommage de la manière que nous souhaitons avec solennité. Et d'ailleurs, puisque on en a beaucoup parlé dans la presse, il y avait les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai, 2 jours avant notre défilé. Et ces commémorations-là se tiennent également avec un cérémonial, avec des gens en rang, avec des drapeaux brandis. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous devrions rendre hommage à nos morts en ayant l'allure de riverains qui partent piquer, tandis que le reste des commémorations du monde entier, hein, lorsqu'on rend hommage à des morts, se font dans le silence et la dignité. Mmh. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce slogan qu'a rappelé, Bertrand Saint-Germain il y a quelques minutes? «Europe, jeunesse, révolution», c'est quelque chose que vous avez scandé tout au long, du cortège, que les auditeurs qui ont suivi le live que nous avons, lancé en direct, enfin donc c'est plutôt ce direct justement, évitons les mots anglais, mais ce direct que nous avons, lancé hier pendant votre hommage, ont pu entendre. Donc «Europe, jeunesse, révolution», qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Jean-Yves Gana? Ça signifie que les gens qui participent à ce défilé sont soucieux de défendre notre triple identité, hein, locale, nationale, européenne, et donc sont attachés à la civilisation européenne et aux peuples européens dans leur essence, qu'ils considèrent que le monde politique est sclérosé, rempli de vieux politiciens qui produisent les mêmes actions parce qu'ils sont animés par les mêmes idées depuis maintenant. Ah, alors on a perdu Jean-Hugues Gana, mais on le réinterrogera d'ici quelques minutes. On va le prendre par téléphone. Il nous appelle depuis la province, donc ce sont les aléas du direct. On continue avec Bertrand Saint-Germain. Jean-Hugues Gana allait parler de ces politiciens. Alors avant d'attendre la fin de son explication sur ce slogan, parlons justement de ces politiciens. On a eu de nombreuses réactions. Alors bien évidemment, par exemple, de Raphaël Arnaud, ça c'est pas étonnant puisque lui-même faisait partie et donc était le chef de groupe de la Jeune Garde, qui est un collectif antifasciste. Donc
donc on ne doute pas de son engagement sur le sujet, mais aussi de la part, par exemple, d'élus comme Jean-Philippe Tanguy, qui explique qu'il réclame la dissolution de groupes militants ou d'organisations comme celle du comité du 9 mai, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ces dissolutions de groupes? C'est un sujet très à la mode en ce moment. On va dissoudre la Jeune Garde, on va essayer de dissoudre les soulèvements de la Terre. Alors bon, une fois sur deux, ça manque. En revanche, on va aussi essayer de dissoudre Academia Christiana. On a dissous Génération Identitaire. Oui, c'est le sujet à la mode. La première chose à dire, c'est de manière générale sur les dissolutions, à mon sens, dans un État libre, il n'y a pas à dissoudre de mouvement politique, quel qu'il soit. Voilà. Je n'aime pas la Jeune Garde, je n'ai pas à l'aimer ou à ne pas l'aimer d'ailleurs, je n'en fais pas partie. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait l'interdire, par principe. Ensuite, lorsqu'il est prouvé que telle ou telle personne, je parle bien des personnes, puisque le mouvement ont commis des actions dangereuses, des actions violentes, ces personnes peuvent être réprimées. Notre système politique, notre système juridique comprend tous les outils pour pouvoir sanctionner les comportements délictuels, voire criminels, d'un certain nombre de gens. Mais en soi, l'interdiction d'un parti, l'interdiction d'un groupuscule, d'un mouvement, n'a pas grand effet. Ça, c'est quand même la chose dont il faut bien avoir conscience. Donc, cette idée de vouloir interdire à tout va, pour moi, elle est contraire à l'essence même de la démocratie. Ça, c'est le premier point. Le second, sur les réactions de tel ou tel politicien, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, que la gauche pousse des cris d'orfraie en voyant des militants nationalistes, rien de très surprenant. En revanche, qu'un élu comme Jean-Philippe Tanguy croit bon pour s'acheter un brevet d'honorabilité, d'en rajouter et d'appeler à la dissolution du comité du 9 mai ainsi que d'autres mouvements, il n'est pas dans son rôle, cela ne sert à rien et cela ne lui donnera pas de toute manière le brevet de respectabilité qu'il prétend atteindre, qu'il prétend obtenir. Donc dans ces cas-là, eh bien, il n'a pas à être d'accord avec le comité du 9 mai. Le comité du 9 mai ne lui doit rien. Le comité existait bien avant Jean-Philippe Tanguy, il existera après lui. Eh bien, qu'il se taise. Mon Dieu, qu'il se taise. Voilà, c'est la première réaction. Vous remarquerez qu'à gauche, même les gens hostiles à la Jeune Garde et à toute cette gauche ultra-radicale et violente, jamais ne se prononcent contre ces mouvements. Ils n'en parlent pas. Point. Ils savent qu'ils sont du même côté de la barricade, d'une certaine manière. Sans doute, un certain nombre de dirigeants de gauche n'apprécient pas les méthodes de la Jeune Garde. Ils n'en parlent pas. On aimerait cette sagesse minimale que cette sagesse minimale règne, y compris dans les rangs de ceux qui représentent la droite nationale, sociale et populaire. Mmh. Jean-Eudes Guéna, je crois que vous nous avez rejoint par téléphone. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je suis désolé pour ces problèmes techniques. Aucun souci, on vous entend même mieux maintenant, donc c'est parfait. On vous a quitté au moment où vous nous parliez de ce slogan Europe Jeunesse Révolution et donc de ce que ça impliquait aussi votre vision vis-à-vis de la politique. On a parlé de cela avec Bertrand Saint-Germain pendant 2 minutes, mais on vous laisse finir votre explication donc sur ce slogan. Alors, où en étais-je? À l'Europe, à la jeunesse ou à la Révolution? Allez-y, reprenez. Vieux politicien. Non, mais ce que je disais, c'est que les Français en général et nos militants en particulier considèrent que la caste politicienne est consanguine, sclérosée, gérontocratique, et que, ce faisant, on a besoin d'une véritable révolution politique en France. Il ne s'agit pas d'un romantisme de la barricade et des drapeaux ensanglantés, loin de là, mais simplement d'un certain pragmatisme. Il faut tout rebâtir parce que l'ensemble du système politique est miné par l'idéologie gauchiste, par la haine de soi et par le nihilisme. Donc voilà l'explication pour ce slogan Europe Jeunesse Révolution. Et j'ai entendu qu'en mon absence, vous parliez de Jean-Philippe Tanguy. Il est vrai que malgré son jeune âge, il est l'incarnation parfaite de cette vieille classe politique, sans enfants, jouissant sans entrave, préoccupé uniquement de ses prébendes et des plateaux médiatiques. Et non seulement, comme l'a rappelé M. de Saint-Germain, le C9M et ses membres ne lui doivent rien, mais bien au contraire, M. Tanguy
doit son élection au sacrifice durant des décennies de militants qu'il considère aujourd'hui sulfureux et dont il parle en se bouchant le nez. Rien n'aurait été possible sans le sacrifice de ces militants radicaux. Donc M. Tanguy, plutôt que de devancer la presse pour venir nous cracher dessus, aurait mieux fait de se taire et de rester sagement assis sur le strapontin qui lui sert de domicile. Mmh. Bon, voilà. Au moins votre message est passé, Jean-Eudes Gana. On comprend, à travers vos mots que, derrière l'hommage à Sébastien Desieux, il y a une, dimension, politique tout de même dans ce cortège qui a défilé, on le rappelle, ce samedi, dans les rues de Paris. Oui, bien sûr. De toute façon, le simple fait de voir des jeunes et des moins jeunes défiler de manière calme, ordonnée et avec une certaine esthétique revêt déjà un message politique, à savoir que nous voulons le retour de l'ordre face à l'anarchie politique, migratoire, économique, morale, etc. Donc il y a évidemment une dimension politique. Cependant, nous ne sommes pas là, lorsque nous défilons, nous rendons hommage à Sébastien Desieux, nous ne sommes pas là pour développer un programme politique. C'est pourquoi d'ailleurs les journalistes qui aimeraient nous faire parler de divers sujets, et en particulier de la Seconde Guerre mondiale, se sont heurtés à notre incompréhension. D'accord, parce que donc ça, c'est précisément quand on entend, Bertrand Saint-Germain, je vous vois hocher la tête, quand on entend ce mot, néo-nazi, c'est pas du tout aujourd'hui quelque chose dont se revendique le comité du 9 mai. Il n'est pas prévu, que ce soit le cas, évidemment. Non, 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 il n'y a eu aucun atelier, construction de camps de concentration. Tout cela, c'est du fantasme total. Mais nous savons que Fantasme de la la presse. part de la gauche, précisons quand Voilà, même. tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, c'est cette même gauche qui, durant les présidentielles, accusait Éric Zemmour, membre de la communauté juive de France et défenseur fervent de l'État d'Israël, d'être un néo-nazi. Mmh. Donc il leur faut des néo-nazis partout parce qu'il leur faut une raison d'exister. Écoutez, nous sommes ravis si nous leur permettons d'exister un petit peu. Bon, Bertrand Saint-Germain sur ce sujet. Écoutez, je crois qu'effectivement, on est dans la réduction ad Hitlerum. Ils voient des Hitler partout. Pour eux, ça leur sert d'assurance vie. Voilà. Et ça permet d'éviter tout débat. On cherche à diaboliser l'adversaire politique. On en fait un ennemi. Et tout ça pour une seule raison, pour éviter que le débat se porte sur le fond, voir ce qui est réellement proposé, ce qui est réellement dit. Finalement, c'est un jeu bien connu. Cette gauche-là joue sur l'émotion, cherche à faire peur pour mobiliser les quelques Français qui lui font encore confiance. Voilà, on est dans du jeu politique, un cinéma antifasciste que Lionel Jospin d'ailleurs avait dénoncé après 2002 quand il était revenu sur les événements ayant vu l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Il avait dit qu'il n'y avait pas de fascisme en France et que tout cela était du cinéma. Mmh. Voilà, rien n'a changé, les choses se renouvellent perpétuellement. C'est un cinéma gauchiste visant à empêcher les gens de réfléchir, de voir ce qu'il se passe réellement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je suis un vieux militant si je me compare avec Jean Gana, mais les choses n'ont pas changé. Elles ne changent pas. C'est toujours ce vieux cinéma, ce vieux fond pseudo-antifasciste qui nous est ressorti à chaque événement, chaque manifestation. Mmh. Voilà. Bon, et on peut peut-être, conclure, puisqu'il nous reste quelques secondes, en rappelant que le comité du 9 mai a effectivement lieu depuis 30 ans, et depuis 30 ans, on en parle pendant 2 jours, au début mai lorsqu'il a lieu, et puis ensuite, la vie politique s'en trouve finalement assez peu, troublée. Donc, la vie reprendra son cours, et puis le comité du 9 mai aura probablement lieu à nouveau, l'année prochaine. On continuera à suivre à ce moment-là, toutes les polémiques donc qui devraient naître. Merci, Jean-Eudes Gana d'avoir, été avec nous. Vous êtes, donc, porte-parole de ce comité du 9 mai. Merci à vous aussi, Bertrand Saint-Germain, de nous avoir, rappelé, principalement, les fondamentaux du droit, de nous avoir expliqué donc tout, ce qui se cachait derrière cet hommage et les polémiques, notamment sur le plan juridique, que cela a pu, soulever. Et puis, à très bientôt, donc, à tous les 2. Merci beaucoup, Liselotte.